Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint Télésud. Voici les titres à la une de ce vendredi 28 octobre. Deux violents combats ont opposé jeudi les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 près de la route nationale 2, un axe stratégique reliant Goma, qui est le chef-lieu du Nord Kivu, aux autres villes de l'Est du pays et à l'Ouganda. Les détails dans un instant. Les États-Unis ont ordonné jeudi le départ du personnel diplomatique non essentiel et de leur famille d'Abuja, la capitale du Nigeria. Cette décision a été prise en raison du risque accru d'attaques terroristes dans le pays. Les explications en cours d'édition. Enfin, guerre en Ukraine, l'évacuation des civils de la région occupée de Kherson est achevée. Les habitants ont été transférés vers des régions en Russie, notamment vers la Crimée. De son côté, l'Ukraine qualifie ces transferts de population de déportation. En République démocratique du Congo, la route nationale 2 a été le violent théâtre de combat jeudi. Les combattants du M23 sont venus attaquer des civils. Au 25 octobre, plus de 25 000 personnes ont été déplacées dans l'est du pays après la reprise des combats entre armée et M23. Aymeric Touaignan. Baluchons au dos ou encore sur la tête, ils sont des milliers, hommes, femmes et enfants, à fuir leur localité depuis la reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. C'était aux heures du matin que nous avons entendu des coups de feu vers les collines. Après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Ces femmes, par exemple, ont dû quitter la ville de Rutshuru en catastrophe. Là-bas, les combats font rage. Elles se dirigent désormais vers le territoire de Nyiragongo, près de Goma, pour y trouver refuge. Mais dans cette école primaire, transformée en camp de déplacés pour la circonstance, la situation devient de plus en plus compliquée. Les réfugiés affluent par milliers et s'ajoutent à ceux qui s'y trouvaient depuis le mois de juin. Depuis la reprise des combats jeudi dernier, on estime qu'à peu près près de 40 000 personnes sont déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent, des familles qui arrivent à moto avec leurs enfants, avec leur bétail, des chèvres et tout ça. C'est une situation qui est humainement très, très difficile à voir. Anita, blessée au genou par balle, vient de débarquer dans le camp de déplacés avec ses 6 enfants. Je viens de fuir les guerres à Niessisi. Nous avons entendu beaucoup de coups de feu car nous avons vu des M23 qui sont venus nous attaquer. Voilà pourquoi nous venons ici à Kanyaruchinya. Les M23 ont tiré beaucoup de balles dans notre village. Voilà pourquoi nous avons été obligés de fuir pour nous sauver la vie. Les affrontements s'intensifient à Rutshuru dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. La RDC continue d'accuser Kigali de soutenir ce groupe rebelle, ce que le Rwanda conteste avec insistance. Pendant ce temps, malgré la situation difficile dans les camps de Nyiragongo, devenus trop exigus, le nombre de déplacés augmente au jour le jour. Et la situation est grave dans l'Est de la RDC. Certains experts estiment qu'il est impossible d'avoir des élections correctes et impartiales dans les délais, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2023. L'opposant congolais, Martin Fayulu, l'envisage. Le leader du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement est candidat à la prochaine présidentielle. Et il pose deux conditions à cette hypothèse. Écoutez-le. Si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement que le président parte, il parte, M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024 à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat? Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans 3 mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne 1 mois de plus et 4 mois au total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour les Congo.
Et le terrorisme a empiré de façon considérable depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la sous-secrétaire d'État américaine lors d'une visioconférence mercredi, lors de son retour d'un déplacement au Sahel où les États-Unis sont engagés militairement. Plus de détails avec Aymeric Towegno. Selon des témoignages recueillis par les enquêteurs de l'ONG internationale Human Rights Watch, les violences djihadistes dans le nord-est du Mali sont en nette augmentation depuis le début de l'année. L'ONG affirme dans un communiqué publié ce jeudi que des centaines de villageois ont été massacrés dans cette partie du pays par des groupes armés affiliés à l'organisation État islamique au cours de cette année, des massacres systématiques face auxquels les autorités maliennes sont de plus en plus impuissantes, relève le communiqué. Les djihadistes ont mené des attaques terrifiantes et apparemment coordonnées contre des villages, massacrant des civils, pillant des maisons et détruisant des biens. Le gouvernement malien devrait faire davantage pour protéger les villageois, particulièrement exposés au risque d'attaque, et leur fournir une plus grande assistance. Pourtant, la junte au pouvoir dans le pays s'est attachée les services des mercenaires russes du groupe Wagner, censés aider les forces maliennes à venir à bout des groupes djihadistes qui sèment la terreur dans de nombreuses localités du pays. Mercredi, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, est montée au créneau pour tirer la sonnette d'alarme suite à un déplacement qu'elle a effectué au Sahel du 16 au 20 octobre. Selon elle, la situation sécuritaire du Mali est en forte dégradation depuis l'arrivée des mercenaires russes. Elle a fait état d'une augmentation d'environ 30% des actes terroristes au cours des 6 derniers mois. Ce gouvernement intermédiaire a fait de très mauvais choix en faisant venir Wagner et en les associant à son dispositif sécuritaire. Et nous en voyons les résultats avec une violence et des actes de terrorisme en augmentation et les forces des Nations Unies poussées vers la sortie. Malgré les différents rapports qui dénoncent une dégradation accrue de la situation sécuritaire du pays, les autorités maliennes affirment, elles, avoir engrangé d'énormes succès sur le terrain et mis en débandade les groupes djihadistes. Les États-Unis ont ordonné jeudi le départ du personnel diplomatique non essentiel et de leurs familles d'Abuja, la capitale du Nigeria, à cause du risque accru d'attaques terroristes. Mardi, Washington avait déjà autorisé ces personnes à quitter la ville si elles le souhaitaient. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Pretoria froissé par Washington. Jeudi, l'Afrique du Sud a dit regretter l'alerte sur un risque d'attentat à Johannesburg, diffusée la veille par l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Une annonce jugée malencontreuse. Selon les autorités sud-africaines, cette alerte pourrait créer la panique au sein de la population. Les Sud-Africains devraient être informés par le gouvernement sud-africain. Nos agences qui s'efforcent de mieux assurer la sécurité de notre population sont en alerte et examinent de très près ce type de menaces. Elles continuent à le faire, donc toute forme d'alerte viendra du gouvernement de la République d'Afrique du Sud. Et il est malheureux qu'un autre gouvernement émet une menace telle que cela et sème la panique parmi nos concitoyens. L'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud avait publié la veille un message prévenant que son gouvernement avait reçu des informations selon lesquelles des terroristes pourraient prévoir de mener un attentat ce week-end. Un attentat qui ciblerait les larges rassemblements dans le périmètre autour de Sandton, une banlieue riche au nord du centre de Johannesburg. Il est assez regrettable que le gouvernement américain ait émis ce type d'avertissement sans avoir eu de discussion approfondie avec nous. Mais après cela, nous avons été en mesure de les contacter et de comprendre précisément d'où venait cet avertissement ou cette information. L'alerte américaine ne concernait pas seulement l'Afrique du Sud. Le Nigeria, un autre géant du continent, a fait l'objet du même type d'avertissement. Les Américains ont poussé la dramatisation au point de demander jeudi à leur personnel non essentiel de quitter la capitale Abuja. Le département d'État a tout de même précisé qu'il ne s'agissait pas d'un ordre d'évacuation. Plusieurs ambassades de pays occidentaux ont conseillé à leurs citoyens de limiter leurs déplacements au Nigeria en raison de cette menace accrue, sans livrer de détails.
Au Tchad, les répercussions des violences du 20 octobre dernier continuent de se faire sentir à travers le pays. Alors que le gouvernement comptabilise toujours 50 morts et environ 300 blessés, les associations parlent de bien plus. Les défenseurs des droits de l'homme pointent aussi du doigt des centaines d'arrestations qu'ils jugent arbitraires. En Ouganda, la ministre de la Santé a inauguré une nouvelle unité de traitement d'Ebola dans la ville de Mubende, où se trouve l'épicentre de l'épidémie, alors que le nombre de cas continue d'augmenter. On compte aujourd'hui 44 morts d'Ebola dans le pays. L'unité aura une capacité d'accueil de 60 patients. D'autres centres seront opérationnels dans les prochaines semaines, comme à Kampala, où on a déjà recensé 14 cas. La souche est connue sous le nom d'Ebola soudanais et aucun vaccin n'existe pour cette souche pour le moment. On fait le point avec Valentine Exantus. Derrière ce ruban symbolique, une nouvelle unité de traitement d'Ebola voit le jour. Inaugurée par la ministre ougandaise de la Santé, cette unité est la 3e ouverte par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie d'Ebola qui touche le pays. C'est à Mubende, dans l'épicentre de l'épidémie, que les autorités sanitaires ont décidé d'ériger ce centre. La ministre de la Santé vient d'ouvrir une nouvelle unité de traitement d'Ebola, ce qui fait qu'il y a actuellement 3 unités de traitement à Mubende. Nous en avons une au centre de santé de Madoudou, où le cas index a été enregistré. Nous en avons maintenant une ici, à l'hôpital régional de référence de Mubende, une importante unité de traitement d'Ebola. Au total, depuis le 20 décembre, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé 80 cas d'Ebola et 44 décès en Ouganda. Les 2 premières unités ouvertes commencent à être saturées. La nouvelle qui vient d'être inaugurée a la capacité d'accueillir 60 personnes. Elle permettra de soulager les centres complets et sous tension. La situation dans l'autre unité de traitement d'Ebola, c'est qu'elle est pleine à craquer. Principalement avec des cas venant de Kansanga, nous devons donc évacuer les unités de santé mentale pour accueillir certains des patients. Mais lundi, une fois cet espace créé, certains des patients pourront être transférés ici. Pour l'heure, certaines parties du nouveau service de traitement d'Ebola sont encore inachevées. Le service sera officiellement ouvert aux patients le lundi 31 octobre. Le gouvernement ougandais a prévu d'intensifier les espaces de santé dédiés à la lutte contre Ebola. Une nouvelle unité, la 4e, devrait voir le jour à l'hôpital national de référence de Moulago. Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a reçu les ambassadeurs de France et de la Suisse mercredi dernier. Louis-Paul Motazé et ses hôtes ont revisité tour à tour les liens de coopération et d'amitié qui unissent les 3 pays. Une rencontre qui s'est soldée par la signature d'une convention entre le Cameroun et la Suisse et qui porte sur la modification du taux d'intérêt de la dette du Cameroun envers ce pays frère et ami. Compte rendu de cette rencontre avec Gaël Jacam et Cyril Nguijoy. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci, monsieur le ministre. Vous allez bien? Très bien. Ok, je vous en prie. C'est un exercice de routine auquel s'est prêté une fois de plus le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ce mercredi. 2 audiences inscrites au programme. La première avec le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, le général Thierry Marchand, venu se présenter pour la toute première fois à l'argentier camerounais. Celui qui occupait jusqu'ici le poste de directeur de la coopération, de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères remplace à cette fonction son compatriote Christophe Guilou après 3 ans de règne. Pendant plus de 45 minutes d'horloge, les 2 hommes politiques vont passer en revue les grandes thématiques à aborder dans le futur, dont les plus importantes sont le développement du secteur agricole, source de richesse, et la formation de la jeunesse camerounaise. Notre action sera de les mettre en mouvement et de les mettre en musique, en essayant de faire probablement le mieux possible dans le cadre d'une conjoncture mondiale qui est délicate et qui est difficile. Donc il y a un enjeu très important autour des sujets liés à l'agriculture. 11h20, le général Thierry Marchand va céder la place à Martin Straub, ambassadeur de Suisse au Cameroun. Le 2e hôte de Louis-Paul Motazé, pour sa part, est venu réitérer le soutien indéfectible de son pays vis-à-vis de l'État du Cameroun, qui passe par la revue du taux d'intérêt de la dette contractée il y a plusieurs années. Entretien en toute convivialité
qui donnera lieu à une signature de convention entre les deux États. On a fait des modifications quant au paiement et puis au taux d'intérêt, et qui est normal aujourd'hui. Il faut adapter ça au niveau actuel, et on l'a signé, et puis c'est bon pour l'avenir, et puis on apprécie beaucoup la coopération du Cameroun. La France et la Suisse, deux pays frères et amis du Cameroun, dont les liens de coopération ne sont plus à démontrer, et Lupo Motazé entend bien les pérenniser. Incendie en Tanzanie, les pompiers luttent encore contre un feu de forêt au Kilimandjaro. Ils poursuivent leurs efforts pour essayer de maîtriser cet incendie qui consume la forêt luxuriante sur les flancs du mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Les autorités pensaient que l'incendie qui a débuté vendredi soir était sous contrôle. Ce n'est pas encore le cas, comme vous allez le voir tout de suite avec Valentine Exantus. Les flammes continuent de consumer buissons et arbustes, tout en dégageant une épaisse fumée grise. Alors que les autorités pensaient que l'incendie qui a débuté vendredi soir dans la forêt du mont Kilimandjaro était sous contrôle, 3 foyers se sont ravivés et continuent de se propager progressivement vers d'autres zones. Une équipe de plus de 400 personnes, dont des étudiants, des bénévoles et des pompiers tanzaniens, sont mobilisés pour maîtriser ce feu. Nos équipes continuent de lutter contre l'incendie. Jusqu'à présent, nous avons réussi à éteindre le 2e feu sur les 3. Maintenant, toute l'équipe va commencer à se concentrer sur la lutte contre le 3e feu, qui est le dernier. Nous prions pour que le temps continue d'être clément, pour que nous puissions réussir. Les autorités ont annoncé que l'incendie qui touche le plus haut sommet d'Afrique n'a pour l'instant fait aucun blessé. L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Les activités humaines pourraient avoir été à l'origine des feux, puisque le Kilimandjaro attire plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année pour sa riche faune et flore. Pour ceux qui luttent contre le feu, il faut aller vite. L'incendie a déjà gagné des zones difficiles d'accès. La nature de l'environnement où se trouve le 3e incendie n'est pas accueillante. Il est parfois difficile pour notre équipe d'accéder à ces endroits en raison des pentes abruptes. Nous avons donc besoin de compétences techniques élevées pour lutter contre l'incendie. Il est donc difficile pour nous de dire exactement dans combien de temps nous serons en mesure d'éteindre complètement l'incendie. Le Kilimandjaro et la zone qui l'entoure sont classés comme parc national, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une superficie totale de plus de 750 km², le parc abrite un écosystème remarquable, avec une flore riche et une faune composée d'éléphants, de buffles et d'antilopes. Pour l'heure, les autorités n'ont pas communiqué sur l'ampleur des destructions causées par le feu. À peine laissent-elles entendre que l'incendie n'avait pas perturbé les activités touristiques sur la montagne. Et dans le reste de l'actualité internationale, aujourd'hui, nous parlerons du Sénégal où la société civile lance une initiative contre un 3e mandat de Macky Sall. En Iran, une nouvelle journée de manifestation s'annonce tendue aujourd'hui. Et enfin, aux États-Unis, l'oiseau est libre. Elon Musk confirme le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. On fait le point avec Lorraine Mabou et Noël Ndong. La société civile sénégalaise a lancé jeudi l'initiative Jamajen, 3e mandat, où la paix vaut mieux qu'un 3e mandat. Cette initiative est censée dénoncer la tentation d'un 3e mandat du président Macky Sall. Au pouvoir depuis 10 ans, le président sénégalais n'a jamais exprimé sa volonté de briguer un nouveau mandat, ni indiqué s'il avait l'intention de quitter le pouvoir au terme de son mandat. C'est ce silence ambigu qui inquiète les organisateurs signataires de l'initiative. Ils appellent le chef de l'État à s'exprimer clairement et à respecter la constitution du pays. La prochaine présidentielle se déroulera en 2024. Cette journée de vendredi s'annonce tendue en Iran alors que le mouvement de protestation déclenché après la mort de Mahsa Amini entre dans sa 7e semaine. Des protestations se maintiennent dans tout le pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs milliers de jeunes, notamment dans la ville de Mahabad, au Kourdistan iranien, ont manifesté après les obsèques d'un jeune mort la veille. La préfecture et plusieurs bâtiments officiels ont été incendiés et la télévision d'État a annoncé la mort de 3 personnes. Malgré des mesures de sécurité renforcées, des colonnes de personnes en deuil avaient afflué à Saqqez, dans la province du Kourdistan occidental, pour rendre hommage à Mahsa Amini sur sa tombe, 40 jours après sa mort. Elon Musk, patron de Tesla, l'homme le plus riche du monde, a confirmé jeudi le rachat de Twitter
pour 44 milliards de dollars, ouvrant un nouveau chapitre pour la plateforme. Vendredi matin, l'homme d'affaires s'est fendu d'un tweet « L'oiseau est libre », en référence au surnom du réseau social « L'oiseau bleu ». Aussitôt la vente officialisée, Elon Musk a immédiatement licencié le patron Parag Agrawal et 2 autres dirigeants. La veille déjà, le nouveau propriétaire de Twitter avait indiqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de racheter Twitter. Elon Musk a dit acheter le réseau social pour permettre des débats sains sur Internet. Son idée, faire de Twitter une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine sans recourir à la violence. Guerre en Ukraine, l'évacuation des civils de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, occupée par la Russie et qui fait face à une offensive ukrainienne, est achevée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un responsable pro-russe ce vendredi. Ses habitants ont été transférés vers des régions en Russie, notamment vers la Crimée. De son côté, l'Ukraine qualifie ces transferts de population, de déportation. Plus de détails avec Soukaina Askali. Après 4 jours, l'évacuation des civils de Kherson, la plus grande ville sous occupation russe, s'est achevée. Sur Telegram, Sergueï Yazginov, le dirigeant de la Crimée, se dit heureux de cette évacuation. Le travail organisant le départ des habitants de la rive droite du fleuve Dnipro vers des régions sûres en Russie est achevé. En marge de ces évacuations, le même jour, Vladimir Poutine a fustigé l'Occident dans un discours devant le club de discussion Valdaï à Moscou. Pour lui, il n'est pas en mesure de diriger le monde. Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Russie, elle, continue d'accuser l'Ukraine de préparer une bombe sale avec l'aide des États-Unis, au même moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique dit vouloir visiter cette semaine 2 sites ukrainiens à la demande de Kiev. Maintenant, ils disent que l'AIEA veut venir vérifier les installations nucléaires de l'Ukraine. Nous sommes pour, et nous devons le faire le plus rapidement possible et le plus largement possible. Parce que nous savons que maintenant, les autorités de Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs. Ils y travaillent. Les accusations de Moscou, qui pointent une éventuelle complicité américaine dans la fabrication de cette bombe sale, sont rejetées en bloc par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Devant le Conseil de sécurité, elle a répété que les déclarations de Moscou ne sont que pure invention. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.